Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Nicaise Monrose. M. Nicaise Monrose est maire de la ville de Sainte-Luce, une commune de Martinique. Vous connaissez commune ou ville? Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? Peu m'importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait des habitants qui s'entendent entre eux. Vous êtes membre au conseil exécutif à la collectivité territoriale de Martinique. Et vous vous occupez de quoi, plus précisément? Écoutez, je suis conseiller exécutif, c'est-à-dire que j'ai un champ d'intervention qui embrasse le domaine économique au sein du conseil exécutif, parce qu'il faut rappeler qu'à la 7e, il y a le conseil exécutif avec le président du conseil exécutif qui est Serge Letchiwi. Il y a l'Assemblée de Martinique avec le président qui est Lucien Salibert. Donc, au sein du conseil exécutif, nous sommes 9 et nous avons chacun un portefeuille relativement parfois élargi puisque nous devons présenter au conseil exécutif et à l'Assemblée les dossiers qui remontent à la fois des services et les propositions que nous faisons qui passeront à l'Assemblée. Et moi, mon champ d'intervention embrasse l'économie en général. Je m'occupe particulièrement d'agriculture d'ailleurs, mais pas que, mais également des dossiers qui concernent le numérique en particulier. Donc il y a l'artisanat, le commerce, etc. Je sens que vous êtes ennuyé parce que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire bonsoir à nos téléspectateurs. Absolument, parce qu'il faut quand même un minimum de politesse et remercier les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, qui nous accordent ce temps d'attention, ce précieux temps d'attention, et pour ça, il ne faut jamais cesser de les remercier, ce que je fais. Merci beaucoup, merci pour eux. Vous êtes donc le maire de la ville de Sainte-Luce, d'accord? Parlez-nous un peu de votre ville et qu'est-ce qui s'y passe en ce moment, comment ça se passe, vous êtes maire de cette ville? Je suis maire de Sainte-Luce depuis 2014. C'est une commune d'environ 10 000 habitants. On a eu un recensement qui nous chiffre à 9 500 et quelques, mais il y a pas mal de lycéens qui ne se sont pas prêtés au jeu, qui ne se sont pas fait recenser. Donc nous estimons notre population aux alentours de 10 000 habitants. C'est une commune du Sud Caraïbe. Nous sommes donc sur la côte Caraïbe de la Martinique. C'est une commune qui est à la fois touristique et qui a aussi des activités très, très denses en matière de pêche, d'agriculture en quelque part, parce que nous avons un domaine agricole relativement important, où on y plante de la canne d'ailleurs, essentiellement. Mais c'est aussi une commune où il y a une forte activité liée à la restauration, au commerce, et puis c'est une ville que nous entendons maintenir dynamique. C'est une commune qui a la chance de bénéficier d'une situation géographique relativement avantageuse, parce que nous avons la mer et la montagne, la mer et la campagne. Nous sommes placés sur la route du Grand Sud. Nous sommes en quelque part à la porte du Grand Sud, si vous voulez. Et c'est une commune que nous entendons développer en tenant compte des habitants d'abord. C'est-à-dire que nous souhaitons que les lycéens se sentent bien dans leur commune, et nous tenons à cela. Et nous n'avons pas de projet déstructurant pour la commune, mais plutôt des projets structurants. Nous n'avons pas comme ambition de casser avec l'histoire de cette commune qui fait d'elle ce qu'elle est, notamment ses habitants qui ont une manière de faire, une manière d'être et qui nous convient parfaitement. Et notre tourisme est d'ailleurs pas basé sur l'apport de personnes extérieures à la Martinique, mais c'est sur l'apport de personnes extérieures, mais l'apport de Martiniquais, et puis l'implication des lycéens. Et c'est ce que nous entendons sauvegarder, cette typicité de notre commune que nous entendons sauvegarder, y compris dans notre manière de l'aménager. Est-ce que vous êtes né à Sainte-Luce? Je ne suis pas né à Sainte-Luce parce qu'il n'y avait pas de maternité, mais au bout de 3 jours, oui, j'ai été ramené à Sainte-Luce, évidemment. Je suis profondément de Sainte-Luce.
Mon enfance... Vos parents sont mes parents sont de Sainte-Luce. Mon enfance s'est déroulée dans le bourg de Sainte-Luce, lié à la mer, et évidemment, je me sens profondément lucéen comme la plupart des habitants de Sainte-Luce, y compris ceux qui nous ont rejoints depuis quelque temps. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père était marin-pêcheur. C'était ça son activité professionnelle. Il en est mort d'ailleurs parce qu'il a disparu en mer. Oui. Et ma mère s'occupait de ses 5 enfants. Voilà. Et voilà. Oui, mon père a disparu en mer. Je ne l'ai pas connu parce que j'étais bébé. J'avais que 3 mois et demi. Voilà. Donc, c'est mon histoire personnelle. Hein. Il y en a d'autres qui ont des histoires personnelles similaires ou peut-être même plus douloureuses. Donc, c'est mon histoire, l'histoire de ma famille. Donc, mon père était marin-pêcheur. Comme à l'époque, la plupart des pères de la commune qui étaient soit agriculteurs, soit marins-pêcheurs d'ailleurs. Il y avait quelques personnes qui avaient des activités de commerce notamment, mais la plupart de nos pères étaient pratiquement tous marins-pêcheurs. Dans leur bourg s'entend. Dans les hauteurs de Sainte-Luce, ils étaient essentiellement cultivateurs. Vous avez été donc élevé dans une famille monoparentale. Absolument. Par votre maman. Oui, toute seule. Toute seule, avec 5 enfants. 5 enfants, tout à fait. Vous avez fait des études. Oui. Vous êtes un cadre aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui le maire d'une commune. Est-ce que ça a été un peu quand même le destin également de vos frères et sœurs? Écoutez... Ils ont plutôt réussi dans la vie, disons. En tout cas, ils n'ont pas été en échec. Hein? La réussite ne se juge pas simplement par rapport à la longueur des études. Hein? Personnellement, j'ai eu la chance de faire des études longues, puisque je suis allé jusqu'au doctorat d'économie. J'ai fait des études longues, mais mes frères aussi ont eu l'occasion de faire des études, et mes sœurs également. Donc, nous avons fait avec, comme les autres, hein, pas plus, pas moins que les autres. Hein. À l'époque, on croyait encore que l'école permettait de sortir, de progresser, et ça a été vrai pour moi, je ne peux pas le nier. Hein? Donc, l'école m'a permis de dépasser un peu notre situation sociale ou de départ. Donc, oui, c'est par la volonté, mais ce n'est pas seulement le cas de ma famille, hein, c'est le cas de toutes les familles. Il n'y a pas de singularité en la matière. Hein. Vous ne pensez pas qu'il est plus difficile de s'en sortir quand on est issu d'une famille monoparentale, sans papa, sans l'autorité parentale? Certainement. Paternelle. Peut-être pas sans l'autorité, mais sans le soutien paternel, oui. C'est plus difficile quand même. Absolument, c'est certainement plus difficile. Mais je n'ai pas senti cela. C'est plutôt une mère qui a tout consacré. Elle a tout sacrifié à ses enfants. Toute sa vie d'ailleurs. Vous n'aviez pas le droit de lui parler créole? Ah non, vous vous trompez, mais énormément. On ne lui parlait que créole. Je ne me suis jamais adressé en français à ma mère. D'accord. Entre nous, dans notre famille, on ne parle que créole. Attendez, vous avez pris qu'on ne devait pas... Peut-être vous y aller, mais pas chez nous. C'était une façon de poser la question. D'accord, j'ai pas pensé que... Alors, je vous redis que ma famille est essentiellement créolophone, y compris ma famille élargie, entre cousins et cousines, à mes grands-parents maternels et paternels également. Je ne me suis jamais adressé en français. J'ai appris le français à l'école. D'accord? Sinon... nous sommes créolophones dans notre famille. Comme là aussi, la plupart des... voilà, donc, j'ai jamais compris d'où ça venait, cette affaire qu'on n'avait pas le droit de... Pas chez nous. Il n'y avait aucun souci. Ma mère a vécu 90 ans, je ne me suis jamais adressé à elle en français, elle ne s'est jamais adressée à moi en français. D'accord. Et ça c'est pas ça. Bon, je sais pas, il y a des choses qu'on nous dit parce que souvenir d'une société, mais en fait, quand on regarde la réalité, dans beaucoup de familles, le créole est la langue usuelle, et ça n'a pas empêché aux enfants d'aller à l'école et parfois de réussir. Voilà. Cette histoire de ne pas parler créole, d'éviter de parler créole, notamment aux parents, est-ce que vous pensez que c'est une invention citadine, et puis qui était beaucoup moins forte dans les communes? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas jugé. Je vous parle de mon expérience personnelle.
on n'a jamais de difficulté avec ça. Voilà. Et donc, ces problématiques de français, créole, nous avons deux langues et puis c'est tout, quoi. Et c'est très bien ici. Et voilà. D'accord. Est-ce que dans cette commune de 10 000 habitants qu'est Sainte-Luce, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, à votre avis? Il y en a un peu moins que la moyenne martiniquaise, mais il y en a trop déjà. Oui, oui. Un peu moins que la moyenne, quand même. La moyenne martiniquaise, c'est à peu près 30%. 27%. Selon les données sociales de la commune, bon, fiable ou pas fiable, c'est pas nous qui les faisons, il y en a, on est légèrement en dessous de la moyenne. Et en termes de revenus, nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne. Hein. Néanmoins, il y a certains de nos compatriotes qui vivent des situations financières et sociales qui ont du mal à joindre les deux bouts. Hein. Ça, c'est un fait. Nous le vivons tous les jours avec les CCAS, les centres d'action sociale des communes. Et à Sainte-Luce, il y en a un, évidemment. Nous le constatons. Il y a beaucoup de difficultés à payer les factures. Oui, il y a des personnes qui rencontrent de grosses difficultés, oui. Quel est le budget de votre commune? Nous avons un budget d'environ 12 millions d'euros en fonctionnement et 7 à 8 millions d'euros en investissement. Hein? Voilà, donc nous avons ce budget-là. Nous parvenons, là aussi, il y a quelque chose que l'on dit, les communes sont déficitaires, etc. Bon, ce n'est pas notre cas. C'est pas votre cas. Mais vraiment pas du tout. Nous parvenons à dégager un excédent de fonctionnement qui nous permet d'investir. Hein? Et nous investissons beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Hein. Et tout à fait. Nous avons de gros projets d'investissement à venir. La structure financière de notre commune nous permet d'avoir une situation financière qui est saine. D'ailleurs, nous sommes la commune qui paye le plus rapidement ses fournisseurs. Nous sommes à 6 jours, vous comprenez? 6 jours, nous payons à 6 jours. Oui, mais ça, c'est un exploit. Hein. À 6 jours, c'est extraordinaire. Je ne le vis pas comme un exploit, je le vis comme le résultat d'une pratique et de procédures que nous avons mises en place. 6 jours, évidemment, si le dossier présenté par le fournisseur est complet. Hein, cela s'entend. Oui, 6 jours. Ça ressemble à un exploit dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais c'est une volonté que nous avons de faire en sorte que les fournisseurs qui travaillent avec nous soient payés rapidement, parce que ce sont des entreprises, évidemment. Et si on ne les paye pas, l'activité économique ne peut pas tourner. Donc ça, nous tenons à ça et nous arrivons à dégager un excédent de fonctionnement. Et pour autant, l'ensemble des services sont servis à la population. Donc, nous n'avons pas de situation particulière par rapport à ça. Simplement, nous avons pris l'habitude de gérer les moyens qui nous sont consacrés. On n'a pas augmenté les impôts à Sainte-Luce depuis déjà une quinzaine d'années. Vous comprenez? Il y a des gens qui payent des impôts à Sainte-Luce. Mais heureusement. Non, je veux dire, il y en a suffisamment, parce qu'il y a des communes où il y a un véritable déficit au niveau du paiement des impôts, parce que les gens n'ont pas les moyens, finalement. Écoutez, les impôts sont récupérés par la trésorerie. Hein. Ce que nous rapportent les impôts, ce qu'on appelle les impôts locaux, parce que depuis que la taxe d'habitation a été supprimée, ça a diminué. Hein. Justement. Et ça nous permet... C'est une question de gestion en termes de personnel. Nous n'avons pas un personnel pléthorique, nous avons un personnel suffisant. Hein. Le personnel de la ville de Sainte-Luce a l'ensemble des avantages auxquels il pourrait prétendre. Hein. Nous avons un taux de titularisation relativement important et nous parvenons à gérer à la fois notre fonctionnement et notre investissement. Là où peut-être qu'il nous faut nous améliorer, c'est encore sur l'investissement. Parfois, on a quelques difficultés à réaliser les projets d'investissement pour toute espèce de raisons. Hein. Des fois, le dossier technique avec les bureaux d'études prend du temps. Parfois, les entreprises qui soumissionnent finalement n'ont pas la capacité technique ou financière. On doit relancer les marchés. Parfois, un chantier commence et puis l'entreprise a des difficultés dont on doit arrêter. Mais nous parvenons tout de même à maintenir un cap d'investissement relativement important. Vous avez vécu à Sainte-Luce
vous êtes pratiquement né, vous avez vécu votre enfance, plutôt du côté mer ou du côté montagne? Plutôt du côté mer, dans le sable. Dans le sable. Oui, les pieds dans le sable, oui. Les pieds dans le sable. Est-ce que vous avez un projet touristique pour Sainte-Luce au niveau du bord de mer? Oui. Nous n'avons pas un projet touristique. Nous ne faisons pas des projets pour les touristes. Nous faisons des projets pour tout le monde, que les touristes en profitent, ça c'est un fait, mais nous faisons un projet parce que nous voudrions améliorer la vie quotidienne des gens. Et le bord de mer de Sainte-Luce, qui est un lieu emblématique, où on a pas mal d'activités de restauration, nous avons un projet qui est ficelé. Maintenant, la réglementation a tellement évolué en matière environnementale et en matière d'urbanisme que nous sommes soumis à toute une série d'études, de dossiers à présenter. Et vous savez, notre projet est ficelé, un projet que nous avons discuté initialement avec la population, en tout cas avec ceux qui ont bien voulu venir en discuter avec nous, et nous l'avon réalisé. Il s'agit pour nous non pas de modifier le bord de mer, et je ne parle pas de front de mer, parce que quand on dit front de mer, ça veut dire que la mer c'est un ennemi, et la mer n'est pas notre ennemi, la mer c'est notre allié, ça l'a toujours été. Donc notre bord de mer doit être non pas modifié, mais aménagé, doit être un peu réhumanisé quelque part, faire en sorte que nous puissions améliorer l'accueil du public local et extérieur dans ce bord de mer. C'est ce à quoi nous travaillons. Donc ce projet est ficelé, est finalisé maintenant. Nous attendons les autorisations administratives pour pouvoir travailler au bord de mer, etc. On nous a demandé une étude environnementale sur une année, ce que nous avons fait, pour savoir comment se comporte ceci, cela, bref, la courantologie, etc. Une fois que nous avons achevé cette étude environnementale, on nous a adressé 3 pages de contraintes environnementales supplémentaires sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Alors ça nous retarde. J'ai eu l'occasion d'en discuter évidemment avec le monsieur le préfet, qui m'a promis de s'y pencher, parce que c'est ou bien on nous dit oui ou bien on nous dit non. Et ce que nous faisons, il ne s'agit pas, encore une fois, de transformer. Nous ne mettons pas de digues, nous ne mettons pas de remparts par rapport à la mer. Nous travaillons pour que nous puissions continuer l'activité de bord de mer tout en gardant la typicité de ce bord de mer qui fait l'identité en quelque part de la ville de Sainte-Luce. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Ce projet est finalisé, nous l'avons, quand je dis finalisé, c'est vraiment finalisé, nous sommes au stade du projet définitif. Vous savez, il y a l'avant-projet sommaire, et puis il y a l'avant-projet, l'APD définitif, et nous sommes à l'APD, c'est-à-dire nous sommes au point où, dès qu'on nous donne le feu vert, nous passons les marchés et nous passons à la phase de réalisation. Et ça, nous attendons ça avec impatience, parce que ça permettra aux marins-pêcheurs d'avoir de meilleures conditions de travail. Ça permettra aux gens qui nous visitent d'avoir de meilleures conditions d'accueil. Attendez, souvent les gens me disent « Ouais, monsieur le maire, pourquoi, y compris ceux qui sont de l'extérieur, hein, surtout eux d'ailleurs, pourquoi les voitures circulent au bord de mer ?» Je dis « Mais attendez, ce ne sont pas les véhicules qui sont allés dans les restaurants, c'est le contraire. Ce sont les restaurateurs qui ont débordé sur la voie publique. En plus, il y a des personnes qui habitent le bord de mer. Donc, l'aménagement que nous devons faire doit associer les deux. On ne doit pas empêcher la circulation, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et pour la livraison des entreprises qui sont là, mais nous devons avoir un dispositif technique, physique, qui nous permette de rendre la voie piétonne autant que de besoin. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Évidemment, ce que les personnes ont vu, nous l'avons vu également. Nous avons essayé la rue piétonne déjà. Hein. Nous avons dit aux restaurateurs, pendant deux grandes vacances successives, hein, vous payez les agents de sécurité, nous prenons les arrêtés. Pendant une année, ça a fonctionné, tout le monde a joué le jeu. La deuxième année, la moitié a joué le jeu. La troisième année, ceux qui jouaient le jeu, ils ont dit si tout le monde ne joue pas le jeu, nous non plus. Et moi, en tant que maire, je dis que je ne vais pas piocher dans l'impôt des gens pour mettre une rue piétonne dont profitent les restaurateurs. Bon, je suis clair, hein, j'ai l'habitude d'être clair. Donc, moi, je dis que s'il n'y a pas un minimum d'implication, y compris financière,
de tout le monde, on ne va pas y arriver. On ne peut pas tout attendre de la mairie. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent évoluer. Maintenant, une fois qu'on aura lancé les travaux qui doivent être réalisés, et on aura la possibilité de rendre cette rue piétonne sans rien d'autre qu'une barrière à abaisser et un arrêté à prendre. Est-ce que vous aimez rêver de temps en temps? Quand on est maire, on rêve sa commune. Vous rêvez votre commune. Alors je vous propose un rêve. Le club Méditerranée veut s'installer à Sainte-Luce. Oui. Pas au bord de mer. Un petit peu à l'intérieur de la commune ou un peu vers la montagne. Comme vous dites, Césaire parlerait plutôt de monde bâtard plutôt que de la montagne. Mais bon, c'est pas grave. Un club méditerranéen s'installe là. Un club méditerranéen s'installe dans cette commune, sur le territoire de notre commune. Et vous dit, mais quand même, je voudrais que mes clients, qui vont, donc on va employer des gens, on va acheter des choses chez vous et tout ça, enfin, on va machiner l'économie de Sainte-Luce, mais j'ai besoin d'un espace de la plage réservé à mes clients. Un espace de la plage réservé à mes clients, c'est ce que vous dit le Club Med, il s'installe à Sainte-Luce. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dirais que ça ne correspond pas à notre projet pour Sainte-Luce, ça ne correspond pas à ce que souhaitent les Lucéens et les Lucéennes pour leur commune, et que nous préférons un tourisme d'intégration, hein, pas créer des îlots ou privatiser, et Sainte-Luce fonctionne comme ça. Les gens qui viennent apprécient cette manière des Lucéens de les accueillir, et c'est ça que nous avons sauvegardé. Donc je dirais au Club Med, si vous ne pouvez pas travailler dans ce sens-là, allez vous installer ailleurs. Nous avons déjà des hôtels à Sainte-Luce qui fonctionnent très bien, qui n'ont jamais demandé de privatiser de plage. Vous savez, nous sommes la commune avec la première ou la deuxième d'ailleurs, ça dépend des années, qui a le plus grand nombre de chambres d'hôtel et des gîtes, vous savez, de meublés. C'est Sainte-Luce. Dans le cadre de Airbnb, dans ces choses-là. Il y en a qui font du Airbnb, mais il y en a qui ne font pas de Airbnb, chacun est libre. C'est l'équivalent, quoi. Oui, il y en a qui passent par Airbnb. C'est pour que les gens comprennent, ils savent ce que c'est que le Airbnb. En fait, c'est un peu le principe. Oui, il y en a qui passent par cette plateforme, et puis il y en a qui louent directement. Et puis on a deux hôtels relativement importants, Caribia et Pierre Vacances, et puis on a de la moyenne hôtellerie, détenue d'ailleurs par des Lucéens, hein, et c'est très bien ainsi. Donc le schéma Club Med dans lequel il faut sans cesse injecter de l'argent public, bon, ok. Non, justement, on n'injecte pas d'argent public. C'est un autre schéma. Non, j'ai pris l'hypothèse où ils créent des emplois, où ils font marcher l'économie parce que ce qu'ils vendraient pour manger et tout ça, ils l'achèteraient sur place. Ça ne compte pas, quoi. Non, ceux qui achètent sur place, c'est ceux qui viennent dans nos meublés, ceux qui viennent dans nos hôtels. Mais si le Club Med vous dit j'achèterai sur place. Je ne veux pas les croire. Vous n'allez pas les croire. Non, pas du tout. Parce que eux, c'est du all inclusive. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent me raconter. Hein. Bon, nous avons un développement touristique à Sainte-Luce qui me convient très bien et que nous entendons soutenir par les aménagements que nous sommes en train de faire et que nous envisageons. Notamment, si vous venez à Sainte-Luce, vous allez voir la construction en cours, hein, du cheminement piéton et cyclable le long de la départementale qui longe le littoral, et ça c'est très important parce que ça permettra aux personnes qui logent dans cette zone éminemment touristique de rejoindre le bourg et inversement à pied, y compris à pied ou à vélo. Et c'est en cours avec la CTM, parce que c'est une route départementale, mais nous avons insisté et nous avons obtenu de la CTM qu'elle s'engage dans ce projet-là, un projet dont on parle depuis déjà 30 ans à Sainte-Luce, même plus que ça, mais nous ne faisons pas qu'en parler, nous réalisons les choses. Et ce projet est très important et ça permet une connexion, la connexion entre la partie touristique et la partie traditionnelle, la partie historique. C'est ça qui est important pour nous. C'est fondamental. On peut vouloir développer le tourisme tel qu'indiqué avec des hôtels qui viennent s'installer. J'ai pas de souci avec ça, mais nous, c'est pas la voie que nous avons prise. Nous avons pris une autre voie et nous entendons la réussir. Et elle est en train de réussir d'ailleurs. Nous sommes en train
également de refaire le centre-bourg. Nous enfouissons nos réseaux parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un bourg totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Donc nous allons effacer totalement tous les poteaux, tous les supports EDF, téléphonie. Nous allons refaire nos trottoirs pour que nous ayons un bourg totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Un bourg avec des trottoirs qui accueillent beaucoup mieux que cela. C'est déjà pas mal, mais nous voulons encore mieux faire, beaucoup mieux nos visiteurs et les lycéens eux-mêmes, et c'est dans ce sens que nous aménageons notre commune. C'est dans ce sens que nous voudrions voir continuer à se développer l'activité économique de ce Sainte-Luce dont nous avons hérité et que nous allons devoir transmettre dans les meilleures conditions possibles. Transmettre quand? Vous serez candidat aux prochaines élections municipales? Oui. Bon, donc vous ne savez pas quand vous allez transmettre. Hein? Nous transmettrons quand nous avons un gros programme d'investissement. J'ai parlé de ce cheminement piéton, j'ai parlé de ce que nous sommes en train de faire dans le bourg, j'ai parlé du bord de mer que nous entendons aménager en respectant la typicité des lieux, mais je parle également du collège, je parle également de ce nouveau quartier que nous entendons aménager en concertation avec ceux qui y sont déjà installés, du côté de Rama, enfin au pied de Montésie, là, et puis aussi tous les projets d'aménagement que nous avons pour faire en sorte que cet atout qu'est le positionnement physique de Sainte-Luce soit encore plus utilisé et encore mieux exploité par les lycéens et par ceux qui viennent nous rejoindre. Sainte-Luce est une ville qui se peuple ou se dépeuple? Parce qu'au niveau du nombre d'habitants, vous en avez plus qu'avant, moins? Comment ça se passe? Ça se tient. Il y a un léger recul, mais ça se tient. Et nous avons pour projet de faire en sorte que... Alors, notre ambition, c'est pas de devenir la capitale de la Martinique ni du Sud. C'est pas ça. Bon, c'est pas de passer de 10 000 à 20 000 habitants. C'est pas ça. Notre ambition, c'est de faire en sorte que ceux qui y vivent continuent à bien s'y sentir et puis que les projets d'investissement qui vont apporter une valeur ajoutée à la commune puissent se réaliser. Il y a des projets d'investissement, des projets que nous avons pour la commune qui parfois se heurtent à une certaine vision que certains peuvent avoir. En ce moment même, par exemple, nous avons une entreprise, je vais citer ce cas parce que c'est assez emblématique, c'est assez significatif de parfois des blocages qu'on peut avoir qui peuvent empêcher un développement harmonieux avec des porteurs de projets. Nous avons une entreprise qui travaille déjà, c'est un écologue, qui est déjà installé du côté de Montésie, Béola. Bon, pour ceux qui connaissent. Et ce porteur de projet, ce manager, avec son fils, à qui, c'est une dame d'ailleurs, une martiniquaise, qui voulait transmettre l'affaire, souhaite se réinstaller, mieux s'installer, parce que l'entreprise fonctionne, et souhaite se développer. Donc, sur un terrain qui est totalement constructible, qui a toujours été constructible, qui n'est pas la forêt de mon travail, qui est dans le quartier mon travail, mais qui n'est pas dans la forêt de mon travail. Un projet qui est d'écologe, et nous avons face à nous... c'est quoi un projet d'écologe? C'est des hébergements avec relaxation, etc. Bon, ce qu'elle fait déjà. Respectant l'écologie. Respectant l'écologie, mais c'est évidemment, de toute façon, réglementairement parlant, tous les projets doivent respecter l'environnement et le droit de l'urbanisme. D'accord. Donc, cette personne a reçu un permis de construire après que les instructeurs aient vérifié toutes les pièces. Là, ce projet se retrouve face à une opposition frontale et même violente, je trouve, pour ma part, de la SOPAMA, qui prétend que nous avons délivré un permis de construire dans la forêt. Attendez, comment peut-on imaginer qu'on puisse délivrer un permis de construire dans une forêt? Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible, puisque la forêt, c'est une forêt domaniale qui appartient à la CTM et qui est gérée par l'ONF. Donc l'ONF a donné les autorisations. Cette personne a fait l'acquisition de terrain à une famille lycéenne privée
qui a consenti de vendre son terrain, bon, pas donné, vendre. Donc, pour que ce puisse être... Eh bien non, voilà, il y a des manifestations, non, ça me sidère de constater comment on peut comme ça mettre à mal une entreprise, parce que évidemment, pour développer ce projet, il y a des prêts, il y a tout ça. Enfin, vous dirigez une entreprise, vous savez comment ça se passe. Ben là, on est face à une situation où un porteur de projet, alors que c'est une Martiniquaise qui souhaite développer et transmettre à son fils, le dossier est parfaitement légal, sauf à me prouver le contraire. On est en train d'inventer, de chercher toute cette espèce de raison pour bloquer le projet, alors qu'il y a un avantage collectif et individuel certainement, mais collectif pour qu'il y ait ce développement de ce type de projet. Je préfère qu'à cet endroit, parce que c'est une zone constitutive, parce que ça l'a toujours été. Toujours été. Donc je préfère qu'à cet endroit, qu'il y ait ça, un écologe avec une activité de relaxation liée à la nature d'ailleurs, plutôt qu'il y ait des barres d'immeubles. Je préfère ça. Mais non. Il y en a qui ont décidé que non, pour des raisons fallacieuses. Attendez, quelles sont les raisons qu'ils donnent? Je me demande. Au début, on a donné un permis de construire dans la forêt, quand, franchement, il suffit de réfléchir un peu, on ne peut pas donner un permis de construire dans une forêt. On a donné un permis de construire sur un terrain qui appartient à la CTM. Ça non plus, ce n'est pas possible, puisqu'on a tous les éléments qui prouvent qu'il y a une petite parcelle qui appartient à la CTM, mais le projet n'est pas développé sur cette parcelle. C'est une famille lycéenne qui a vendu à ce porteur de projet ces terres. Et je préfère encore une fois que ces terres aient été vendues à ce porteur de projet pour ce type de projet, plutôt que ça ait été vendu à un promoteur immobilier. Vous comprenez? Mais là, ça bloque, alors que ça aurait pu apporter un plus à la commune. Donc, ça, je parlais de ça pour vous montrer comment on dit les maires sont les premiers magistrats, les développeurs, comment c'est faux. C'est pas mon projet, c'est le projet de porteur de projet. Mais je trouve que ce projet, avec mon conseil municipal, nous trouvons que ce projet est intéressant pour la commune. Eh bien, voilà, on bloque, on fait du dilatoire, il y a de la violence. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. C'est des trucs, des fois, on se demande où on va, quoi. Hein. Des personnes qui ne connaissent pas le projet, qui ne connaissent pas le dossier, mais qui commentent. Assis dans leur fauteuil, ils commentent. Souvent, c'est des arguments qui croient, ah oui, c'est encore des gens qui viennent nous envahir. Une Martiniquaise, oui. Avec son fils, oui. Hein? Et puis voilà, des choses qu'on sort comme ça, et puis ça nous empêche d'avancer collectivement. Il manque de logements en Martinique. Oui. Il manque cruellement de logements en Martinique. Absolument. À l'instant, vous venez de dire, je préfère un projet comme ça, un écologe, plutôt que des promoteurs immobiliers. Les logements qui... Pardon, allez-y, au bout de votre question. Oui, c'est ça ma question, vous venez de le dire. Oui, alors, si je vous le redis, oui. Les logements proposés par les promoteurs, ce ne sont pas les logements qui manquent. Il manque 9000 logements sociaux, comme on dit. Oui. C'est très large. Hein. À mon avis, il en manque plus, mais bon. Ce sont les statistiques. 9000 logements sociaux. Sociaux, c'est... Et à Sainte-Luce aussi, parce que nous avons un taux à atteindre. Vous l'avez atteint ou non. Pas? Bon alors, vous ne voulez pas que les gens soient logés chez vous? Absolument, je voudrais bien. Mais votre question est merveilleuse. Ah bon, parce que là aussi, il y a blocage. Ah bon, il y a blocage. Oui, tout à fait. Il manque 9000 logements, Sainte-Luce est à 25%, Sainte-Luce est à 18%, alors que nous aurions dû être à 25%. Donc nous faisons partie des communes en retard. Nous avons même été inscrits, alors qu'il y en a qui sont bien pires que nous, hein, dans les zones tendues. Alors, quand je demande pourquoi, très officiellement, hein, nous sommes une zone tendue. Alors on me dit oui, c'est pas parce que vous avez 18%, il y en a qui sont à 10%, à 12%, il y en a même moins, il y a même à 10%. Mais comme la demande est forte chez vous par rapport à l'offre, donc vous êtes en zone tendue. Parce que je crois que tous ceux, heureusement, je remercie les gens d'ailleurs, de vouloir venir habiter Sainte-Luce. Mais il y en a beaucoup qui cochent Sainte-Luce dans leur demande. Donc, a priori, ce serait pour ça que nous sommes placés en zone tendue. Donc, pourquoi votre question est vraiment à pic? C'est que nous avons, avec
en relation avec l'ADEAL. Vous savez, l'État, il y a une réglementation. Et quand on rentre pas dans le cadre, on paye. Nous payons d'ailleurs, hein, il y a un prélèvement. Nous sommes déjà, en quelque part, sanctionnés. Nous avons une pénalité que nous payons. C'est même pas... Ils prélèvent directement sur la dotation. Hein, ils ne vous demandent même pas de payer, ils se servent. Donc, nous avons une pénalité. Et la Martinique est tendue à ce niveau-là, et dont Saint-Luce. Hein, il nous manque 6%. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrête, enfin 7%, qu'il faut qu'on atteigne les 25% tout de suite. Mais nous devons néanmoins montrer notre volonté d'avancer dans cette direction-là. Nous avons fait un travail avec l'administration, l'ADEAL, avec l'établissement public foncier, qui est l'organisme qui aide les communes à faire l'acquisition de foncier, parce que je n'ai pas de foncier, donc je n'en avais pas. Donc, et puis les bailleurs sociaux, les opérateurs sociaux, nous avons fait un travail pour qu'on puisse, à chaque fois que c'est possible, avoir des tout petits projets, moins de 30 logements, avec une certaine mixité, notamment les logements pour les seniors, parce que c'est un défi à relever. Il y a un besoin d'héberger les seniors qui est bien plus important que les autres catégories de population. Et nous avons, par exemple, dans un quartier qui s'appelle quartier Bélé, avec un des opérateurs sociaux, ils ont fait l'acquisition eux-mêmes de leur terrain. Et ils ont présenté une demande de permis de construire en relation avec l'ADEAL, avec l'administration. Nous avons discuté pied à pied avec cet opérateur social pour exiger, pour demander plus précisément que la moitié des logements, une trentaine de logements, soient des logements pour les seniors. Vous m'entendez, pour les seniors. Et que les autres soient des T2, des T3, c'est-à-dire des logements pour des personnes qui commencent dans la vie. Des T1, T2, des personnes seules, des couples qui commencent, etc. Et B, eh bien voilà, on nous sort toute espèce d'argument qu'on va amener de la délinquance dans le quartier. Qu'est-ce que vous sort cet argument? On sait qui? Les habitants du quartier. Je ne serai pas plus précis que ça, parce que les gens savent ce qui se passe. Enfin, ce sont les habitants du quartier, ce n'est pas l'administration quelconque. Non, pas l'administration. Au contraire, l'administration nous observe et nous pousse à faire, puisque nous ne sommes pas dans la réglementation. Donc il y a quelques habitants du quartier qui s'opposent à cela. Je peux les comprendre, parce qu'effectivement, les barres d'immeubles, les cités, comme on dit, n'ont pas démontré jusqu'à maintenant leur quiétude. C'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une cité, il s'agit de 3 petits immeubles de 10 logements chacun, avec la moitié consacrée aux seniors, avec beaucoup de demandes venant d'habitants du quartier même. J'ai du mal à comprendre. Vous savez, je sais d'où je viens. Je n'oubliais jamais d'où je viens. J'ai du mal à comprendre comment on peut associer la situation des personnes qui sont en situation sociale difficile à la délinquance. Parce qu'il y a des délinquants chez ceux qui sont très bien dans la société. Hein, c'est peut-être même parfois eux qui... Hein? Bon, il ne faut pas qu'on vienne me raconter ça. Il n'y a pas une association à faire d'emblée entre logements sociaux et délinquance, surtout quand la moitié de ces logements sociaux-là concernent des seniors. Ça m'attriste d'entendre que les personnes qui sont dans les logements sociaux sont des délinquants. Je suis désolé, non, on doit lutter contre ça. Il y a des personnes qui se comportent très mal, qui sont parfois dans les logements sociaux, mais il y en a plein qui ne sont pas dans les logements sociaux, qui se comportent tout aussi mal. Donc, il y a tout un travail à faire pour expliquer aux gens que nous devons vivre ensemble. Nous ne devons pas avoir une société compartimentée. Nous devons tendre la main à tout le monde. Par contre, il faut dire aussi à certains de ceux qui effectivement sont des logements dans des cités qu'ils ne se comportent pas de manière telle qu'ils n'amènent pas les autres à s'interroger. Donc c'est l'un qui doit aller vers l'autre. Mais on ne peut pas me dire qu'un projet de 30 logements dans un quartier va rompre l'équilibre alors que
la société d'HLM a déjà donné son accord pour que prioritairement ce soit les habitants du quartier qui sont en besoin, que ce soit prioritairement eux qui soient attributaires. Vous avez dit que les logements seraient construits de telle façon que la moitié irait aux seniors et que l'autre irait à des jeunes. À des jeunes. Gens qui commencent dans la vie. Tout à fait. Et c'est d'eux qu'on a peur, pas des seniors, hein, j'imagine. Mais non. Non. Mais non, monsieur Ils vous ont dit que les seniors étaient des délinquants. Ils ont peur de ça. Logements sociaux. Mais les jeunes qui commencent... Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, en tant que maire, je ne suis pas le seul. On est 34 maires en Martinique. On fréquente... c'est pas tous les jeunes qui se comportent mal. Hein. Oui, je sais. Mais c'est loin de là. C'est sûr dont on peut avoir peur. Oui, je peux comprendre. Mais quand on me sort, quand je dis la moitié c'est pour les seniors et qu'on maintient que les logements sociaux, non, monsieur Larocher, je suis désolé, il y a beaucoup plus de jeunes qui se comportent très bien et qui ont besoin de coups de pouce pour démarrer dans la vie. Et les jeunes qui se comportent mal, il y a des dispositions à prendre pour les écarter des logements sociaux. Hein. Il y a des dispositions. Juste une petite seconde. Vous avez fait quelle étude? Quelles études? Je suis allé jusqu'au doctorat d'économie, oui. Doctorat d'économie. Et pourquoi vous vous occupez de l'agriculture? Alors je sais bien que l'agriculture c'est une partie de l'économie, mais quand même. Vous l'avez dit, l'agriculture c'est une partie de l'économie. J'ai étudié l'économie, mais particulièrement l'économie du développement agricole. Pourquoi? Je m'intéressais à ce sujet parce que je suis martiniquais. Et notre économie productive, c'est la pêche, l'agriculture et un peu l'agroalimentaire. Donc je me suis... un peu d'industrie, notamment l'agroalimentaire. Je me suis intéressé à ces trois sujets et je me suis plus spécialisé dans le développement agricole. Eh bien, on ne peut pas vous féliciter, hein, parce qu'il n'y a pas un développement agricole évident en Martinique. Je suis totalement d'accord avec vous. Ah bon, mais si ça tenait qu'à moi, ça aurait été différent. D'ailleurs, je m'évertue avec les collègues de la CTM à proposer une politique agricole qui diffère de celle qui est à court et qui nous a conduits là où on est. Alors quel est l'axe de votre politique dans ce secteur? La politique agricole qui est à court continue à prioriser les produits destinés à l'exportation. Quand je dis ça, je n'ai rien contre la banane, c'est un constat. D'accord? La Martinique a tout sacrifié à la banane, y compris la santé de sa population. D'accord? Je n'ai rien contre la banane, je le dis haut et fort. C'est peut-être un de mes fruits préférés. Je suis totalement favorable à ce que la banane continue à être produite et à être exportée. Ce n'est pas la banane qui empêche le développement du reste, contrairement à ce qu'on dit. Par contre, la politique agricole, c'est-à-dire les mesures décidées par les autorités publiques, notamment nationales et européennes, parce que ce sont ces autorités-là qui définissent la politique agricole, ici comme ailleurs, en France et en Europe, quoi qu'on dise, n'ont pas accordé une très grande attention à la production destinée au marché interne. C'est-à-dire que le cadre, le contexte dans lequel nous vivons s'est contenté de l'importation pour nourrir la population. Et ça peut être une politique, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ne s'est pas préoccupé de soutenir les producteurs locaux pour alimenter la population. Est-ce que nous sommes une région de la France? Mais ça, la question ne se pose pas. Ben, la réponse, c'est quoi? Vous vouliez être quoi? Une région des Amériques? Non, je vous demande. Nous sommes une région française. Oui, je vois ce que vous allez me poser comme question. C'est vrai? Oui, tout à fait. Je suis sûr que vous ne le voyez pas, mais bon. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que l'Auvergne se demande si elle est en autonomie alimentaire? L'Auvergne ou le Limousin ou la Haute-Savoie, je veux dire. Mais pourquoi on se pose la question? Si l'Auvergne était la Martinique, l'Auvergne se poserait la question. Vous n'en savez rien? Mais j'en suis certain. Parce que nous sommes une île et en plus de la problématique qui concerne d'alimenter la population, il y a ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. D'accord? Donc l'Auvergne se demanderait pourquoi surtout que même si nous sommes une région française, nous sommes une île, donc nous avons les données de l'importation, ce que l'Auvergne n'a peut-être pas d'ailleurs. Nous avons les données de l'importation et de l'exportation. Oui.
Ça nous permet de voir et ça nous permet de réagir. Et si face à la situation qui est la nôtre, à constater que 80% de ce que nous consommons, 80% viennent d'ailleurs, si quand on fait de la politique, on ne s'interroge pas là-dessus, on n'est pas à sa place. Juste une seconde, je vous pose une autre question. Je vous en prie. La banane est une culture spéculative. Oui. On ne la fait pas pour la manger, même si vous l'aimez et qu'on la mange quand même. Ah, si, mais c'est pas l'essentiel de notre... On est d'accord, on l'exporte. C'est pas pour ça qu'on la cultive. C'est pour que ça nous rapporte de l'argent. C'est une culture spéculative. Et ça nous rapporte de l'argent de deux façons. Le POSEI, l'Europe, qui nous donne beaucoup d'argent, et puis le fait qu'on la vende quand même. Bon. Et avec cet argent-là, nous prenons cet argent-là et nous achetons ce dont nous avons besoin pour manger. Alors, rien d'extraordinaire, ça se fait partout dans le monde. Là, vous êtes en comptabilité publique, d'accord, ok. Ça se tient ce que vous dites. Oui. C'est un fait, quoi. Non, mais ça se tient. Ça se tient parfaitement. D'ailleurs, nous sommes en excédent pour l'agriculture. Oui. Nous sommes en excédent, c'est-à-dire que la valeur de ce que nous exportons, valeur qui est déterminée essentiellement par les aides publiques, d'ailleurs. La valeur de ce que nous exportons en production agricole. Oui. Je ne parle pas de produits transformés. Oui. D'accord. Excède largement la valeur de ce que nous importons en produits agricoles. D'accord. C'est-à-dire oignons, ail, pommes de terre, etc. Ça, c'est un fait. Néanmoins, l'objectif, ce n'est pas de ne plus exporter. L'objectif, c'est de gagner en part de marché par rapport à ce que nous consommons localement. C'est-à-dire réduire la masse de l'importation et sa valeur et grignoter sur la valeur de l'importation pour alimenter mieux encore l'économie martiniquaise et les familles martiniquaises qui vivent de l'agriculture. C'est ça l'objectif. D'accord? Donc, constater que nous produisons à peu près 20% de ce que nous consommons, 20-25%, c'est aussi une motivation pour se dire que nous pouvons avoir pour objectif de passer à 50%. Et ça, c'est l'objectif que nous avons à la 7e, qui n'est pas un objectif irréalisable, ni non plus irréaliste. Les moyens sont là, les agriculteurs sont encore là, les exploitations sont là où ont été abandonnées récemment. Notre politique, c'est vers la diversification agricole. Notre politique, c'est de faire en sorte que nous puissions à la fois garder le volume, l'activité d'exportation, pas que la banane, oui, la canne à sucre. Bon, ok. C'est de garder cette activité, mais faire en sorte que nous puissions avoir une réelle impulsion pour gagner en part de marché pour le marché. Mais tout le monde y a intérêt. L'agriculteur, vous aussi d'ailleurs, tout le monde y a intérêt. Vous connaissez mes intérêts. Mais pour l'environnement. Non, pas du tout. Je veux dire que vous, là, je suis sûr que vous n'auriez pas aimé que votre enfant soit agriculteur. Pourquoi pas? Je vous connais. Mais dites donc. Écoutez, c'est le métier le plus dur du monde. C'est-à-dire que bien sûr que c'est dur et c'est extrêmement risqué. Vous faites une plantation de quelque chose, je ne sais pas quoi. Un cyclone arrive, vous êtes ruiné. Il y a trop de pluie, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de pluie, ça ne va pas. Il y a trop de soleil, ça ne va pas. Vous n'êtes absolument pas maître de votre production. On est d'accord? Oui. Surtout avec la nature. Avec la nature. Et vous avez quelque chose contre la nature? Je n'ai rien contre la nature. Je dis que c'est difficile. Vous êtes en train de vouloir nous mettre entre les mains de cette nature qui n'est pas toujours si généreuse que ça. On est d'accord. Mais néanmoins, celui qui nous balance sa pomme de terre, il a travaillé avec la nature. Donc chez nous aussi, c'est possible. Et il y a beaucoup de personnes, quoi que vous dites, je crois que vous puissiez penser, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'investir et s'engager dans la production. D'ailleurs, ils ne souhaitent pas simplement produire des produits bruts. De plus en plus, les jeunes, là, ils veulent s'investir dans la production de produits bruts et les transformer, les sublimer, l'agroalimentaire, y compris l'artisanat. Et ça, c'est une voie d'avenir. Nous devons avoir comme orientation économique dans ce pays-là, d'occuper tous les espaces possibles. L'agriculture a un champ à occuper.
Pourquoi? Parce que les consommateurs sont là. À chaque fois que vous fréquentez les marchés festifs des communes, etc., ça vous arrive? Oui. Vous voyez comment les Martiniquais sont friands de ça? Oui. Vous allez à la foire de la dachine au Morne Rouge, si vous arrivez à 8 h, il n'y a plus de dachine. Les gens sont déjà là à 5 h du matin. Donc, enfin, pour grossir le train un peu, mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Non, donc, les Martiniquais, les consommateurs sont là. Le goût du Martiniquais est encore là. Il nous faut travailler, les petits d'ailleurs, hein, faire en sorte de ne pas aller dans le sens où nos enfants ont des papilles qui n'apprécient que le produit importé. Et ça, c'est possible. Il y a un gros travail à faire, et c'est ce que nous entendons faire. Quand on parle d'autonomie alimentaire à la CTM, il ne s'agit pas de dire aux Martiniquais, vous n'allez consommer que dachine, igname et banane jaune. Ce n'est pas ça qu'on dit. Nous disons que nous avons l'absolue obligation d'ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes aux producteurs qui livrent le marché local dans les mêmes conditions que ceux qui livrent sur le marché externe. Il ne s'agit pas de dire que nous devons supprimer ce qui avantage ceux qui livrent sur le marché externe. Il s'agit de dire que tous les agriculteurs sont agriculteurs et que nous devons absolument avoir des mesures adaptées pour le plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas. La politique agricole dont je parle, c'est-à-dire les mesures qui accompagnent les agriculteurs dans leur projet agricole, dans leur processus de production, qui les accompagnent dans le développement de leur exploitation. Ces mesures-là n'atteignent que 20% des agriculteurs. 20%, je dis, M. Larouché. 20%. Donc, pour qu'on puisse développer notre agriculture, il faudrait passer de 20 à 50% d'agriculteurs qui sont impactés par les mesures dont on parle. Il faut des agriculteurs aussi. Comment? Il faut aussi des agriculteurs. Mais cet optimisme dont vous faites preuve là, oui. à savoir il y a un tas de Martiniquais qui veulent être agriculteurs, c'est pas évident à mon avis. Parce que vous ne voyez pas. Je ne vois non, pas, mais non, vous ne voyez pas. Mais je suis sûr que non, vous voyez pas. Vous ne voyez pas le nombre de projets d'installation qu'il y a pour fournir le marché local. Bon, ok, donc je vous crois. Non, mais c'est pas. Ne me croyez pas moi. Si vous me dites ce sont les données statistiques. Mal renseignées. Il y a beaucoup qui souhaitent s'y investir et il y en a beaucoup qui sont découragés parce que le contexte qu'on leur propose ne leur permet pas de fructifier. De sa santé. Oui. Mais voilà, c'est pareil pour vous. Hein, je vais vous tendre un piège. Mais vous faites que ça. Bon, non, je ne fais pas que ça, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais oui, je vous avertis que je vous tends un piège. Allez, je ne peux pas être plus gentil. Non, mais avertis en vaut deux, oui. Voilà. Vous êtes d'accord avec la solidarité de notre réintroduction dans notre environnement géographique, d'aller vers les pays voisins, etc. Oui, à condition de ne pas y aller avec naïveté. Ah, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on y aille la fleur au fusil, comme si en face, on n'a que des copains. Il faut qu'on y aille en sachant qu'en face, il n'y a pas que des copains. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la même région qu'ils vont nous accueillir à bras ouverts. Non, pour eux, nous sommes un marché. Nous sommes un marché. Oui. Bon, il n'y a pas de souci. Vous avez bien dit, nous sommes un marché. Oui. Vous avez mis une virgule, vous avez dit, il n'y a pas de souci. Non, mais nous sommes un marché pour tout le monde. Oui, mais pour eux, nous sommes d'abord un marché. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais non, nous sommes un marché ouvert. Nous sommes... Attendez, il faut qu'on vive dans le cadre dans lequel on est. Hein. Vous savez, souvent, on dit plein de choses. On oublie le contexte, y compris institutionnel, qui nous encadre. Nous sommes, jusqu'à nouvel ordre, je travaille avec le réel. Nous sommes administrés, même si ça va peut-être plaire, pas dire nous sommes français, puisqu'il y en a à qui ça ne va pas plaire. Nous sommes administrés par la réglementation française, ce qui nous amène à être aussi administrés par la réglementation européenne. L'Europe a des accords, tout le monde entend parler de Mercosur, etc. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Europe a des accords avec les pays de notre environnement géographique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, juridiquement, institutionnellement, nous sommes un marché. Nous ne pouvons pas dire à Saint-Domingue ou à Trinidad ou à qui veut, vous n'exportez pas à la Martinique. Ça n'existe pas. Et vous avez dit, il n'y a pas de souci. Pour moi, non. Ok, alors moi, je parce que nous devons échanger, oui. Maintenant, parce que nous devons échanger. Nous n'avons pas le choix, je veux dire. À nous de faire en sorte que nous puissions nous saisir de la situation pour essayer d'en profiter aussi.
et pas simplement être là de manière attentiste et dire, bon, la Caraïbe. Non, Voilà. donc il faut aller... Autant que possible. Il y a des entreprises martiniquaises qui travaillent avec la Caraïbe. Non, mais je comprends bien. Autant que possible, je dis. Mais il ne faut pas qu'on ait une vision de la Caraïbe. Nous sommes voisins, nous sommes dans la fraternité caraïbe, je suis d'accord, mais ce sont des concurrents. Et je trouve que nous y allons parfois... Qu'est-ce que vous avez dit là? Ce sont des concurrents, pourquoi? C'est autre chose pour vous? Non, mais justement, il faut aller au bout de votre raisonnement. C'est-à-dire? Des agriculteurs martiniquais qui produisent de l'igname, Oui. qui produisent des dachines, qui produisent des patates douces, Oui. mais à un coût. Oui. Au coût au moins du SMIC. Le mec qui gagne au moins le SMIC par mois, à fait. les amis, quoi. Et voilà que vont arriver. Donc notre dachine et tout ça C'est le cas déjà. va coûter 6 € le kilo, je sais pas quoi. Et la dachine va venir de la Dominique, la patate douce va venir de la Dominique et va coûter 2 fois moins cher. Ce qui sera un véritable problème pour notre agriculture. C'est de la concurrence, entre guillemets, déloyale. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. Non, parce que l'Europe le permet. Ça. Tout à fait. Donc tous les pays d'Europe en souffrent aussi, comme nous. Hein. Bon, d'accord. Maintenant, non, il ne faut pas... Il faut avertir nos agriculteurs quand vous leur donnez un tiré pour faire de l'agriculture. Non, je leur dis autre chose. Ah, vous leur dites pas ça. Oui, tout à fait. Je leur dis qu'il y a des mécanismes qu'ils doivent réclamer avec nous pour gommer un peu cette différence. Les économistes appellent ça l'avantage compétitif. Nous sommes un désavantage compétitif. Absolument. D'accord. Mais nous avons ce que les autres n'ont pas. Il nous faut exiger que l'aspect sanitaire soit respecté, qu'on ne puisse pas exporter n'importe quoi en Martinique. Il faut se faire entendre à ce niveau-là. Il faut exiger aussi qu'il y ait des compensations, ce qui est possible. Et c'est pour cela que je reviens à la discussion qu'on a eue précédemment, concernant les mesures de soutien à l'agriculture. La différence peut être comblée si on met des mesures de soutien significatives. Si on nous subventionne davantage. Mais absolument, pourquoi? La banane n'est pas le seul produit subventionné. Il faut faire en sorte que nous puissions soutenir cette production avec les moyens que l'Europe met à notre disposition, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est tout le combat que nous menons à la CTM pour que nous puissions avoir des mesures de soutien adaptées à ceux qui produisent la dachine. Pas adaptées à ceux qui font la grande production sur des hectares avec tous les moyens que l'on connaît, adaptées à la petite agriculture. Et ce dossier qui nous a amené à réclamer, à présenter une demande d'aide découplée, pour bien comprendre, l'aide européenne que l'on sert à l'agriculture martiniquaise, c'est une aide couplée à la production, c'est-à-dire une aide qui dépend du volume produit. Donc fatalement, c'est une aide, c'est un mécanisme d'aide qui encourage la monoculture sur les grandes surfaces. Non, c'est mécanique ce que je dis. Hein. Bon, en disant ça, je suis contre personne. C'est simplement une analyse factuelle que tout le monde peut faire. Bon, ceux qui produisent essentiellement pour le marché interne, c'est-à-dire les 2/3 de nos exploitations agricoles qui sont sur moins de 5 hectares, très peu sont impactés par ça, par l'aide volumétrique, par l'aide couplée à la production. Et ils s'en désintéressent parce que ça ne leur permet pas d'avancer. Donc c'est le consommateur qui compense. C'est pour ça que les gens, notre production coûte cher. Oui, le consommateur compense. C'est-à-dire que le désavantage comparatif est comblé par le consommateur, ce qui finit par réduire le volume produit, puisque le consommateur ne peut pas tous les jours acheter une dachine à 4 €, vous comprenez? Bien. Donc ce sont des mécaniques économiques, hein, et Dieu merci, j'ai fait quelques études qui m'ont permis de comprendre ça. Je ne suis pas économiste, hein. J'ai suivi des études d'économie, je ne suis pas économiste. D'accord. Je n'ai pas fait de l'économie mon métier, d'accord? Je tiens à le dire. Mais si nous trouvons des mesures pour compenser, non pas en aide liée au volume produit, mais l'aide liée au fait de produire pour le marché interne. C'est ça qui s'appelle en Europe des aides découplées. Ce n'est pas couplé à la production, mais c'est lié au fait de produire. C'est ce dont nous avons besoin pour nos petits agriculteurs. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Ça fait 2 ans, Roland Larocher, que nous nous battons, mais vraiment que nous nous battons contre vents et marées pour pouvoir déverrouiller un peu ce fameux POSEI dont tout le monde est familier maintenant,
Et heureusement qu'on en a parlé, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Vous comprenez? Pour déverrouiller ça. Avant, ça n'intéressait pas l'acteur public, il laissait gérer ça par les... Évidemment, ceux qui ont pris la main pour gérer, ils ont géré à leur avantage. Comment leur reprocher? Moi, je ne leur le reproche pas. Hein. Moi, je dis que leur avantage n'est pas leur intérêt, n'est pas l'intérêt collectif. Moi, je suis élu, je suis là pour l'intérêt collectif. Et moi, je dis que à côté de ce dont ils ont bénéficié, qu'ils continuent à bénéficier, il faut autre chose. Et il faut une aide qui permette à nos petits agriculteurs, qui sont en polyculture, c'est-à-dire qui n'ont pas de très grande surface, en monoculture, avec des champs de ceci, des champs de cela, qui sont souvent, qui font un peu de dachine, un peu de maraîcher, un peu de fruitier, parfois un peu de production animale, que ceux-là puissent avoir une aide qui leur soit dédiée. Et pour ça seulement, ça fait 2 années qu'on se bat, bec et ongle, parce que j'ai l'impression qu'on touche à un totem, comme si non, il ne faut pas venir là pour parler d'aide. Non, moi je dis non. Tous les agriculteurs sont agriculteurs, ils méritent l'accès au soutien public pour pouvoir contrer ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire présenter aux consommateurs martiniquais une production qui soit à leur portée, tout en continuant à gagner leur vie. L'aide est nécessaire. La production de bananes est dès aujourd'hui à plus de 100%. C'est-à-dire qu'un producteur de bananes, et tant mieux pour eux, encore une fois, tant mieux pour eux. Mais c'est pas l'intérêt collectif, ça. Quand il vend un, il obtient 115 en aide. Il n'y a pas de souci. Il y a des difficultés, etc. Tout ce qu'on veut. Mais les autres, alors, on parle d'eux à quel moment? Mais nous parlons d'eux. Nous disons que nous devons compter sur eux pour rebooster la production. Parce que le tas d'exploitations agricoles qui ont été abandonnées et qui sont sous-exploitées dans nos mornes, vous voyez, j'ai dit mornes, hein? Dans nos mornes, qui doivent recommencer à produire, ils font un booster. Mais ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et ils font un booster qui correspond à leur situation en termes de surface produite, de méthode de production. Ils font souvent de l'agroécologie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent en association de culture, etc. Il faut les aider pour ça. Oui. La banane en France, elle n'est connue qu'en tant que banane dessert. Oui, pas chez nous. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi est-ce que ce n'est pas connu en France comme une banane légume, parce que notre banane est à la fois... Mais oui, c'est-à-dire que lorsqu'on est trop subventionné, on manque d'imagination. Si on se contente de la subvention, on fait la banane fruit, et puis il n'y a même pas beaucoup de dérivés de la banane. On pourrait inventer un tas de choses issues de la banane. On ne fait pas cet effort-là. Je ne me permettrai pas de juger les acteurs. Bon, d'accord. Donc, parce que vous êtes c'est politique. Non, pas du tout. Normal. Bon, mais heureusement. C'est ça que je veux vous dire. L'opposé de normal, c'est anormal. Vous comprenez? Donc, ça peut être mal interprété. Alors, je vous dis. Classique. Classique, d'accord. C'est une sacrée logistique à mettre en place. Mais oui, c'est une sacrée logistique à mettre en place. Mais l'État a toujours soutenu ça. Oui, mais justement. L'État a toujours soutenu. Pourquoi nous, on n'a pas fait cet effort-là? C'est-à-dire d'avoir des bananes légumes en France, apprendre ça en français. Justement, ça fait partie de notre projet. Le projet que nous avons pour développer la production à l'attention du marché interne, c'est pas seulement l'aide POSEI que nous voulons pour les petits agriculteurs, c'est pas seulement l'aide adaptée que nous voulons pour développer une production agroécologique, c'est aussi faire en sorte que nous puissions, avec les organisations de producteurs, avec les coopératives, réorganiser les circuits de distribution. Faire en sorte que nous puissions mettre à leur disposition un marché d'intérêt territorial où ils pourront trouver toute la logistique qu'il faut pour s'améliorer en termes de préparation, de relations avec la grande distribution, mais aussi pour l'exportation. Et tout ça, c'est un projet qui se tient. Il n'y a pas que le POSEI dans notre projet, il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres aspects, dont le marché d'intérêt territorial que nous sommes en train de mettre en place et sur lequel nous allons devoir travailler encore plus avec les opérateurs qui existent pour savoir, vous savez, un agriculteur, si on lui dit, tu produis, tu as un prix d'achat, par
avec un opérateur qui reste à définir. Hein. D'abord, ce n'est pas la CTM qui va acheter, vous comprenez bien. Ce n'est pas son rôle. Elle ne saura pas faire non plus. Mais elle doit s'y intéresser et s'y impliquer. Ne serait-ce que du point de vue d'un investissement à faire pour lancer l'affaire. On lui dit, bon, tu livres à un prix fixé, négocié, et puis le risque de vente est assumé par un autre. Oui, il va produire. Hein. Il va produire beaucoup plus. Hein. C'est lié à des choses simples. Hein. Vous ne croyez pas à l'agriculture, mais moi j'y crois. J'y crois parce que j'ai été directeur de la Chambre d'agriculture et tous les jours je vois diminuer la production agricole et le nombre d'agriculteurs, alors que nous n'avons pas cessé de dire que c'est 3 fois rien qu'il faut de l'encadrement technique, des techniciens sur le terrain, un soutien adapté, notamment à l'agriculteur qui n'a pas envie de produire parce qu'il n'est plus motivé. Le fait de rebooster les exploitations agricoles. Est-ce que nous sommes un pays développé? Oh, ça c'est une vaste question, ça. Enfin, vous voyagez un petit peu dans le monde. Oui. Vous regardez la télévision, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes un pays développé? On ne peut pas nier. On ne peut pas nier que nous avons les standards. Quand vous dites voyager dans le monde, on ne peut pas nier que nous avons les standards des pays développés. Bon, point. Bon. Nous sommes un pays, nous sommes une région de France qui elle-même est un pays développé. Non, par rapport aux régions de France, nous sommes en retard. Ça, non, il y en a qui sont plus en retard que nous. Hein. Quand je dis standard, à certains niveaux, oui. C'est-à-dire la consommation, ici vous allez, vous consommez comme ailleurs. D'ailleurs, il y a tout un mouvement qui réclamait de consommer comme en France. Hein. Donc, vous voyez un peu. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Oui, pourquoi pas. Non, je vous avais à l'époque exprimé mon désaccord. Parce que moi, je suis pour la production, pas pour consommer comme, mais pour produire plus. Bon. Mais attendez, nous sommes un pays développé, mais nous avons des productions de pays sous-développés. Tout ce dont nous parlons là, c'est-à-dire les Dachines, etc., peuvent être produits par des pays beaucoup moins développés que nous. Nous avons des productions de pays sous-développés. C'est un fait. Vous regardez là, comme ça, là. Non, parce que ce que vous dites là n'a plus cours. Ah bon? Non, pas du tout. Expliquez-moi, parce que je veux bien. Non, ça n'a plus cours. Je veux bien ça, c'était une approche très ancienne, ça. Tous les pays, développés ou pas, cherchent à redévelopper leur production industrielle et agricole. Non, mais en même temps que leur agroéconomie. Mais oui, mais alors nous ne sommes pas dans ça. Là, depuis le moment, on parle de l'agriculture. Pas du tout. Mais si vous ne parlez pas de l'agroéconomie. D'accord, alors je vous en parle. Je vous en parle. Je suis président du PAM, du pôle agro-sud de Martinique. Et l'objectif du PAM, c'est de développer la transformation de nos produits. Et je vous ai dit tout à l'heure que si nous avons mécaniquement un excédent agricole, nous avons un fort déficit agroalimentaire que nous devons quelque part combler. Et là, il y a un progrès économique qui est énorme, un champ à investir énorme que beaucoup d'opérateurs font, mais vous ne les connaissez pas, ceux-là, certainement. Il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui s'investissent dans la transformation de produits. Nous devons les soutenir. On doit pas avoir ces pays développés. Les pays développés, nous ne sommes pas un pays développé, nous sommes un pays qui s'est développé d'une certaine manière. Maintenant, le développement que nous avons eu a laissé des espaces que nous devons occuper pour nous permettre de progresser en termes de résultats économiques globaux. Est-ce qu'on peut changer de braquet et de dire allons produire des produits à haute valeur ajoutée qui nous rapporteront de l'argent et cet argent nous permettra d'acheter de quoi nous nourrir. Je veux dire qu'au lieu de faire des ignames et des dachines, on essaye de faire des oursins de façon très sérieuse, on essaye de faire de la langouste de façon très sérieuse, et puis c'est votre métier de trouver des produits à haute valeur ajoutée pour que ça puisse nous rapporter de l'argent sans être concurrencé par les pays voisins. Bon, il y a toujours une concurrence de toute façon. L'Europe a dit ça par rapport à la Chine. Oui. Le propos que vous tenez, ça date de 30 ans. L'Europe a dit ça par rapport à la Chine. Oui. Et puis maintenant? Maintenant quoi? Ils disent exactement le contraire. Non. Il faut relocaliser la production. Je vais vous dire, ces affaires de produire en valeur ajoutée, moi, ça sont des approches macroéconomiques. C'est livresque.
Excusez-moi de vous le dire, c'est les Non, mais je vous écoute avec attention. Ce qui m'importe, c'est des opérateurs qui ont des projets. C'est ça l'économie. Le fondement de l'économie, c'est vous qui avez développé votre activité, y compris télévisuelle. C'est celui-là, le marin-pêcheur qui allait en mer et qui maintenant va présenter son produit autrement, mais qui continue à aller en mer. D'ailleurs, le nombre diminue, et c'est dommage. C'est la personne qui a une certaine maîtrise en termes de transformation de produits, quel qu'il soit. Et c'est aussi celui qui va faire de la valeur ajoutée. C'est aussi celui-là. Mais on ne peut pas dire que notre destin est lié aux quelques-uns qui pourront faire de la valeur ajoutée en ignorant tous les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, qui est une vision qui ne nous permet pas, qui occulte ce qui se passe dans le pays. Dans le pays, il y a plein de gens, d'ailleurs, plein d'entre eux ont été dans des cercles de valeur ajoutée ailleurs, hein, et qui reviennent, qui disent, oula, il y a à développer, il y a quelque chose à faire là, avec notre fruit à pain qui a tombé à terre là. On nous fait un baby, ce qui est très juste, ce sur quoi nous travaillons pour les aider à développer leurs produits. Donc, la valeur ajoutée, quel avantage? Vous croyez que vous aurez un avantage comparatif par rapport à d'autres pays? C'est Fizeau, rêverie et Montanciel? Pas ça, hein? Donc, mais non, mais franchement, on parle de valeur ajoutée. Même tout ce qu'on a développé, l'IA se développe. Vous croyez que nous, on aura une valeur ajoutée plus importante en IA que pour l'agriculture par rapport à nos concurrents? Non. Vous êtes défaitiste. Donc, non, pas du tout. Moi, je dis simplement que s'il y a un projet qui dans ce domaine-là, peut réussir, il faut soutenir. Ah, vous dites ça quand même. Mais pourquoi quand même? Non. Mais je n'arrête pas de vous dire ça. C'est pas quand même. Par contre, il ne faut pas dire aux agriculteurs, vous êtes dépassés, la dachine, etc. Non. Moun ka manger dachine. Il faut que dachine nous arrive à les marchés aussi. Brut comme transformé. Il faut qu'on apprenne à nos enfants de consommer la dachine. Brut comme transformé. Et il y a des solutions, il y a pas mal de projets, voilà, faire des pâtes avec la dachine, avec le tinet, voilà. Ça se fait. Voilà. Vous avez déjà goûté à ça? Mais justement, non. C'est que c'est pas très développé, parce que je mange comme tout le monde. Mais monsieur Laouché, il faut que j'aille demander. Prêtez attention à ce qui se passe dans le pays. Oui, ça. Il y a des jeunes Martiniquais, je prends leur exemple, il y en a bien d'autres qui font bien d'autres choses. Et j'aimerais tellement, de là où je suis, mieux les soutenir. Mais nous avons mis en place, parce qu'on parle de POSEI pour soutenir la production, il n'y a pas que ça. Il y a les mesures aussi, avec des fonds européens qui s'appellent les fonds FEADER, les fameux fonds européens dont tout le monde parle, par etc. Ce qui n'est pas la vérité du tout, c'est pas ça. Hein. Mais bon, on est dans un pays où il faut traverser la réalité pour exister, et puis avoir une certaine audience politicienne. Mais enfin bon, on fait avec. Le programme que nous on fait avec, c'est dommage d'ailleurs, hein, parce qu'on aurait pu mieux utiliser. Si on se mettait d'accord sur ça, mais on aurait pu mieux utiliser ces fonds pour soutenir justement ce dont on parle. Mais enfin bon, c'est très encadré. Ce sont des fonds européens. Et nous avons la possibilité de leur proposer des mesures, ce que nous avons fait. Les mesures que nous avons proposées, là, pour le prochain programme FEADER, le prochain, qui est en train de s'ouvrir, là, parce que c'est toute une procédure. Il faut expliquer aux gens ce que c'est, quoi. Pas venir dire, ouais, les fonds repartent, etc. Ils ne savent pas gérer, alors que t'as géré aussi. Mais enfin, bon, bref, c'est la 7e qui ne sait pas gérer. On a ce truc en nous. Nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Il faut qu'on se critique nous-mêmes, parce que dire que voilà la difficulté, essayons de la surmonter ensemble, ça c'est trop pour nous. Et bon, je ferme la parenthèse. Nous avons proposé des mesures qui vont dans le sens de la réorientation de ce qui jusqu'à maintenant avait été proposé. Hein? Pour jusqu'à faire en sorte que les agriculteurs, le plus grand nombre, puissent profiter de ces fonds européens. Par exemple, l'installation. Les jeunes installés, ils vont s'installer. Ils pourront avoir un soutien non seulement financier, mais un soutien particulier en termes d'encadrement technique. Ils pourront, si les conditions sont réunies, parce qu'évidemment, il faut
faut rendre les conditions minimales, ils pourront bénéficier de tutorat et être financés pour ça. 12 000 € l'année, s'ils trouvent un agriculteur qui leur assure le soutien nécessaire pour développer la technique, la pratique. Et ce même agriculteur pourra bénéficier de 30 000 € s'il transmet son exploitation. Vous comprenez? Nous sommes en train de mettre tout ça en place. D'autre part, le jeune qui s'installe, en termes de dotation d'installation, nous passons de 35 000 à 100 000. C'est ce que nous avons demandé. Nous augmentons la dotation de base de 35 à 50 000 et nous allons proposer aux jeunes qui vont s'installer des mesures, des compléments d'aide qui pourraient leur permettre d'arriver jusqu'à 100 000. Si par exemple... Sur combien de temps? Sur 100 000, c'est 4 ans. C'est sur 4 ans. Donc, c'est pour démarrer leur exploitation. C'est un soutien significatif pour booster l'installation. Parce qu'il y a trop de jeunes qui ont envie de s'installer. Il n'y a pas qu'un problème de foncier. Il y en a qui ont du foncier et qui ne réussissent pas leur installation parce qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus, suivis et encadrés. Et ça, nous entendons corriger cela parce que c'est un constat. Mais du point de vue du foncier, il y a une mesure, par exemple, nouvelle. Nous entendons soutenir les Martiniquais qui voudraient créer des GFA, des groupements fonciers agricoles. C'est-à-dire que plutôt que de couper en 1000 morceaux les petites surfaces que nous avons, faire en sorte que les familles créent des groupements fonciers agricoles, gardent les exploitations en un seul tenant et l'exploitent directement ou louent à d'autres, jeunes ou moins jeunes. D'accord? D'ailleurs, nous avons aussi une mesure de soutien pour l'installation, pour attirer ceux qui sont au-delà de 40 ans dans l'agriculture, les nouvelles agriculteurs. Nous avons une mesure spécifique pour ce nouvel agriculteur. Ils n'auront pas 100, mais 50, la moitié. Bon. Et tout cela, nous sommes en train de mettre en place, avec un soutien, une mesure particulière pour le foncier. Vous savez, souvent les Martiniquais, ouais, on n'est pas propriétaire de foncier, il faut faire une réforme agraire, ok, tout ça, c'est bien beau, tout ça. On va, dans 100 ans... Ok, la façon de parler des Martiniquais, c'est comme ça qu'on est? Oui, tout à fait, sur certains points. Non, mais je le dis, je suis profondément Martiniquais. On aime défoncer les portes ouvertes. On va faire une réforme agraire. Ok, d'accord, on va attendre 100 ans. Dans 100 ans, on sera là encore. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire là tout de suite. Tout de suite. Créer des associations foncières, créer des structures collectives entre nous, où ceux qui ont réussi pourraient mettre des capitaux pour faire l'acquisition du foncier qu'ils n'auront pas à exploiter. Ils mettent à la disposition d'eux. Pourquoi ne pas faire ça? Et nous avons une mesure pour soutenir ce type d'initiative avec des fonds européens. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire pour corriger la situation tout de suite. Maintenant, si dans 30 ans, dans 50 ans, il y a une réforme agraire, pourquoi pas? Mais dans l'immédiat, il y a des choses à faire avec les moyens qui sont les nôtres, avec les outils qui sont les nôtres. Quelle est la qualité essentielle d'un chef d'entreprise, à votre avis? Réussir son entreprise. C'est pas une qualité. Ah si. Mais non, il a réussi. C'est parce qu'il a des qualités qu'il réussit. Mais oui. Quelle est la qualité essentielle? Vous avez raison. La qualité essentielle de son entreprise. Ah, pour poser Nicole, là. Il faut tellement de qualité pour être chef d'entreprise, parce que les gens pensent que c'est... Il y en a une qui est importante, c'est quand même le goût du risque. Ah oui. C'est important. Ah oui, tout à fait. Et toute notre politique, c'est pour qu'ils ne prennent pas de risques. Là, vous m'avez dressé le tableau, mais très complet, de chefs d'entreprise à qui ils ne prennent pas de risques du tout. Ils sont complètement entourés, on leur donne de l'argent, on leur donne de l'aide, on leur donne tout, quoi. Tout à fait. C'est pas des vrais chefs d'entreprise, ça. Pas tout, mais beaucoup. Non, je suis désolé. Les grands pays dont vous parliez tout à l'heure, ils ont fait quoi? Je sais pas. Ah bon, d'accord. Et Airbus s'est développé comment? Avec votre argent, hein. D'accord? Bien, je ne vais pas... Hein. Ceux qui financent le plus leur agriculture, c'est qui? Ce sont les Américains. Les Français aussi. Hein. Les Français aussi, les Européens. L'Européen. L'Europe. Oui. Mais bien avant l'Europe, il y a les États-Unis qui vous font croire qu'ils sont dans l'avantage comparatif dans l'économie libérale, patata. Ils soutiennent beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je dis que, par rapport à ce que vous dites, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Il nous faut repérer des entreprises, des secteurs prioritaires
Et il faut, oui, soutenir significativement pour que ces entreprises, surtout le haut de bilan, les capitaux propres, etc., soutenir suffisamment ces entreprises-là. Surtout l'apport personnel quand même. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées géniales, mais qui n'ont pas d'apport personnel. Et dans ce que nous proposons, d'ailleurs, il y a un peu de ça. Nous devons soutenir ces entreprises. Et pas seulement avec des fonds publics. Nous devrions nous préoccuper à soutenir ça, mais y compris des fonds privés. Plutôt que de dépenser des portes ouvertes, mettons-nous, si chacun met un peu, on peut arriver à avoir un fonds d'investissement qui complète le fonds d'investissement public pour booster ceux qui, parmi nous, ceux qui, d'entre nous, veulent créer des entreprises. Et ça, ne me dites pas qu'ils ne prennent pas de risques, parce que les autres ont bien soutenu pour arriver là où ils sont. Donc nous devrions avoir cette politique-là et nous mettre d'accord sur ça. Pour moi, c'est pas de mettre les... Est-ce que oui. Vous êtes un homme politique, essentiellement? Essentiellement, non. Vous n'êtes pas un homme politique? Non, essentiellement, non. Vous êtes maire depuis 2014, vous êtes à la CTF, je ne sais pas, vous êtes un homme politique. Jusqu'à décembre dernier, j'ai gardé mon activité professionnelle. Oui, mais vous êtes un homme politique. Oui, mais pas essentiellement. Ce n'est pas l'essentiel de ma vie. Vous dites ça, mais je suis convaincu du contraire. Quand je vous écoute là, on sent que vous vivez. Ah si, sinon je ne m'engage pas. Voilà. Mais alors, est-ce que tout ce que vous dites là, les aides données aux gens, est-ce que ça ne pourrait pas être le fait d'une banque de développement? Ça peut l'être. Alors pourquoi il n'y a pas de banque de développement dans ce pays? Pourquoi vous ne l'avez pas faite? Écoutez, vous savez, encore une fois, on est dans un cadre français. Oui, européen. D'accord. Bon, la réponse est dans la réglementation qui nous encadre. Oui. D'accord? Oui. Mais moi, je dis pas plus. Attends, mais moi, je peux faire une banque de développement. Hein. Mais oui, vous. Mais vous aussi, tout le monde. Ok. Je fais un compte dans une banque quelconque, on fait un conseil d'administration et elle sert de banque de développement. Mais elle n'est pas obligée de dire son nom. Allons-y. Allons-y. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. Simple, ouais. Surtout, non, je suis fondamentalement, comment dire, j'entends des commentaires des uns et d'autres. On dirait que quand on parle entre nous, bien, on regarde notamment les fameux réseaux sociaux que je regarde de moins en moins, parce que sinon ça... on dirait que tout est simple. Non. C'est à construire. D'accord? Moi, non. Il y a des mesures de soutien au développement, de soutien financier. Nous développons des mesures d'ingénierie financière avec des fonds publics. Mais c'est tellement encadré. Mais oui, c'est ce que je vous dis. C'est tellement encadré. C'est pas... Mais pour la CTM, mettre son argent dans une banque de développement, c'est tellement encadré, donc faisons-le en privé, nous Martiniquais. Oui, c'est ce qu'il faut le faire. Prenez l'initiative. Non, je suis trop vieux maintenant. Vous êtes trop vieux. Oui, alors, nous sommes là. Le faire. Bon, vous êtes politique, j'ai oublié. Par contre, nous devons... Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que vous savez, il y a eu une banque en Martinique qui a soutenu le développement de certains. Ça, c'est bien connu. C'était quoi, la Sodema, tout ça? Ah, vous parlez du climat. Oui, mais tant mieux. Attends, ça a bien marché. Hein, mais oui, j'ai dit tant mieux. Ça a bien marché. J'ai dit tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'était pas... Maintenant, ça... Bon, ok. Non, mais indépendamment du... En fait, ça a bien marché pour certains. Est-ce que... Pour certains, et pour un type de développement. Pour un type de développement et pour un type de client aussi. C'est un type de client. Bon. Et ça a laissé l'espace que nous devons combler aujourd'hui. Oui, non, mais blague à part, je veux dire que je pense que c'est une idée, quoi. Je suis d'accord. D'avoir une vraie banque de développement. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas attendre sur la sphère publique, parce que, vous savez, les gens doivent comprendre que déplacer une ligne pour... C'est trop lourd. C'est trop lourd. Je vous dis tout à l'heure, simplement dire qu'on voudrait une mesure du POSEI qui intègre une aide découplée pour les petits agriculteurs, jusqu'à maintenant on y est. Ouais. Là, avec Serge Letchimy, on a dû se déplacer une troisième fois, aller voir un troisième ministre de l'Agriculture, ça a changé. Troisième cabinet. Là, on nous dit, OK, on va transmettre, parce que le dossier, c'est pas Paris qui décide, mais c'est Paris qui transmet à Bruxelles. Ouais. Il faut expliquer aux gens que c'est dans ça que nous sommes, comme on dit chez nous, sans s'ennuyer. On peut tourner là 1000 fois, c'est en s'ennuyer. C'est Paris qui transmet, c'est pas Plateau qui transmet, c'est Paris. D'accord? Donc,
pour convaincre Paris de transmettre. Là, Paris, on est revenu un peu rassuré. Paris a dit, OK, je vais transmettre. Mais Paris nous dit, ah ouais, mais ça sera difficile à Bruxelles. Oui, mais c'est normal, je veux dire que... On contacte Bruxelles, Bruxelles nous dit, mais non, mais on attend que ça. Parce que c'est une mesure géniale que nous attendons, parce que vous allez verdir la seule mesure de politique agricole européenne qui n'a pas été verdie, c'est l'OPOSEI, qui est resté couplé à la production. La seule. Donc vous allez verdir, nous, on verra. Parce que nous y allons, mais derrière nous passe plein de monde. Hein. Des lobbies, mais pas seulement des lobbies, oui, des politiques qui souhaitent nous passer des pots de banane, hein, c'est le cas de le dire. Non, mais donc c'est l'Europe a envie que l'argent qu'elle nous donne, nous puissions l'utiliser à lui acheter ses produits. Donc si vous je ne dirais pas ça. Mais c'est une évidence. Non, non, c'est un peu basique, moi je trouve. Non, moi je dis que l'Europe nous donne. L'Europe nous donne rien du tout. Donc, essayez de prendre l'argent de l'Europe pour acheter des voitures brésiliennes. Vous verrez si ça fonctionne. Oui, mais ça n'existe pas. Hein, oui, non, je prends une hypothèse d'école. Oui, oui. Amusez-vous avec l'argent de l'Europe. Essayez de faire en sorte que nous recevions tout ce que nous consommons des pays voisins. On les achèterait sûrement moins cher qu'on ne les achète en Europe. Essayez de faire ça pour voir si ça marche. Rien ne vous empêche. Mais essayez. Non, non, rien ne vous empêche d'aller au Brésil et d'avoir un accord avec un producteur, je ne sais pas quel véhicule il produit d'ailleurs, rien ne vous empêche de faire ça. Hein. Non, rien ne vous empêche. Ah bon, d'accord. Mais je vous dis que c'est pas évident. Voilà, l'Europe ne l'acceptera pas si facilement que ça. Non, non, pas du tout. On n'est plus du temps où il y a 40 ans, l'Europe disait qu'il ne faut pas importer telle marque de voiture coréenne. C'est fini ça. Ouais. C'est fini. Non, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? On achète des produits européens. Pourquoi? Avec l'argent que l'Europe nous donne ici. FEADER, POSEI, etc. Non. Ça sert à acheter des produits européens. Non, je ne suis pas d'accord. Le jour où vous achèterez des produits qui ne sont pas européens, on risque d'avoir des problèmes. Les aides européennes. Oui. Sont évidemment conditionnés. Mais évidemment, au cas où moins l'argent, c'est normal. Maintenant, l'argent privé. Oui. Pourquoi nous achetons beaucoup plus? Nous avons un circuit, une sacrée logistique d'importation. Oui. CMA, CGM, etc. C'est Batois, il a fait Paris, Fort-de-France, enfin oui. Pas Paris, Le Havre, Fort-de-France, Le Havre, il a allé venir comme ça. Oui. Pour faire descendre au Brésil, c'est la croix et la bannière. Ah, mais c'est ce que je vous dis. C'est un des projets particulièrement de Serge Letchimy, de faire en sorte de développer la relation commerciale avec notre environnement économique. Mais c'est tellement compliqué parce que vous avez une logistique à installer. Et ceux qui, financés par la fameuse banque dont vous parliez, ont pu installer la logistique, tout naturellement, ils sont allés sur le circuit le plus simple. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Mais franchement, mettez-vous à leur place. OK? Donc, ils ont fait ce qui était le plus simple pour valoriser l'argent dont nous disposions, notre pouvoir d'achat. Hein? Oui. Donc, voilà. Donc, maintenant, si vous voulez changer ça, c'est un autre combat. Et il faut soutenir, mais de manière très volontariste, les entreprises. Et quand la CTM dit « je veux développer un autre site, un port avec une zone d'activité attachée là-dessus, connectée avec... faut entendre les rails, oui. Mais franchement, vous parlez là de choses réelles, il nous faut mettre la logistique. Nous sommes sur une île, l'essentiel c'est la logistique. Donc, pour pouvoir nous connecter économiquement à notre environnement cordial, si tant est que cet environnement est cordial. Oui, mais je vous ai dit si tant est qu'il est cordial, qu'il soit cordial. Il nous faut réfléchir, mais ce n'est pas un travail d'une mandature, c'est un travail de génération de Martiniquais. Nous l'initions. Ça va pas? Comment? Mais non, vous êtes capable de faire ça, vous vous sous-estimez. L'initier. Oui, oui. Mais pas le finaliser. Oui, mais l'initier, il faut déjà l'initier. C'est ce qui est en cours. Ah bon. C'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours avec beaucoup de difficultés. Parce que nous avons cette manie, franchement, de pouvoir politiquement et décrier les projets parce qu'il y a un intérêt politique. Vous savez, je reviens parce que j'y tiens sur le POSEI. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit,
il n'y a pas que les lobbies qui passent derrière pour casser ce que nous proposons. Hein. Il y a aussi la petite musique politicienne qui table sur notre échec. Mais ce n'est pas moi qui vais échouer, c'est la Martinique. Vous comprenez? Et c'est là où on a présenté un projet avec des éléments que personne ne nous avait dit que ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Sauf ceux qui profitent du système. Mais politiquement, mais allons-y. Eh bien, nous y allons. Et j'espère qu'au bout du circuit de validation, que nous aurons la possibilité de proposer aux agriculteurs et aux transformateurs, aux personnes qui veulent s'installer, aux Martiniquais en général, d'autres mesures pour rebooster la production agricole dans ce pays-là et rebooster la production agroalimentaire, notamment artisanale. Merci beaucoup. Est-ce que c'est votre mot de la fin? Parce que l'émission est terminée pratiquement. Vous avez peut-être encore 2 minutes, même pas. Dites quelque chose, vous souhaitez dire quelque chose aux Martiniquais? Aux Martiniquais, que les Martiniquais me permettent de m'adresser de nouveau au lycéen. Hein? Écoutez, non. Ici, j'ai marqué, vous avez marqué lycéen. C'était pour vous prendre au piège. J'étais sûr que vous alliez vous adresser non pas aux Martiniquais, mais aux lycéens. D'accord, je m'adresse aux Martiniquais. Je m'adresse aux Martiniquais et leur dire que les défis qui sont les nôtres, qu'on retrouve ailleurs, changement climatique, nous devons les embrasser, nous devons les affronter. Il n'y a aucune raison de désespérer. On a l'impression que rien ne va, etc. Je vous parlais des jeunes, mais la majorité des jeunes fonctionnent et ont des projets. D'ailleurs, ils essaiment dans le monde entier, d'ailleurs. La majorité des jeunes ont des projets. Vous faites du jeunisme, là. Hein? Non, pas du tout. Alors, je prends le contre-pied de ce qui est dit. Alors, il y a une minorité qui, effectivement, pose problème. C'est vrai. Mais nous devons affronter les défis qui sont les nôtres ensemble. La CTM, c'est une chose, mais ce n'est pas la CTM. Il va tout faire. Il va tout faire. Il y a une chose que j'essaie d'expliquer aux gens. Le développement économique, la CTM, non. La CTM a un pouvoir d'intervention économique. Parce que la CTM n'a pas les outils de développement économique. Vous les connaissez, c'est gérer la monnaie, le taux de change, la valeur justement, gérer les frontières. La CTM n'a pas tout ça. La petite mesure fiscale qui était... Toute la fiscalité, c'est la France et l'Europe. La petite mesure fiscale, l'octroi de mer, tout le monde veut lui pas sous prétexte, ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs. C'est manipulé par tout le monde, y compris par l'État. Sous prétexte que ça renchérit les prix. C'est un prétexte utilisé par tous. Non. Nous avons un pouvoir d'intervention économique qui devrait nous permettre d'intervenir pour booster ce que nous souhaitons booster. Merci beaucoup, il faut qu'on arrête là. Merci à vous. Merci, chers amis de Canal Martinique Télévision. Merci de nous avoir été fidèles aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant plus d'1h30 maintenant avec Nicaise Monrose. Je dois dire que je n'ai pas vu passer le temps. Moi non plus. Donc je vous remercie de cette intervention, de cette présence ici aujourd'hui. Merci à vous. J'ai toujours plaisir à être avec vous dans cette émission.